Je suis sûr de pouvoir raconter cette histoire. Et je suis sûr que personne n'y croira. Je m'en fiche. La raconter me suffit. Mon problème, je parie que beaucoup d'écrivains ont le même, il n'y a pas que les débutants comme moi, c'est de savoir par où commencer. Tout de suite, j'ai pensé au cabanon parce que c'est là que mes aventures ont débuté réellement. Mais ensuite, je me suis aperçu que je devrais parler de M. Bowditch d'abord et de la manière dont on est devenu proche. Seulement, tout cela ne serait jamais arrivé sans le miracle qu'a vécu mon père. Un miracle très ordinaire, pourrait-on dire. Un miracle que des milliers d'hommes et de femmes ont connu depuis 1935, mais aux yeux d'un gamin, c'est un miracle. Seulement, ce n'est pas le bon choix non plus, car je ne crois pas que mon père aurait eu besoin d'un miracle sans ce foutu pont. Alors c'est par là que je dois commencer, par ce foutu pont de Sycamore Street. Et maintenant, en y repensant, je vois clairement un fil qui traverse les années jusqu'à M. Bowditch et au cabanon cadenassé derrière sa vieille maison victorienne délabrée. Mais un fil, ça se brise facilement. Alors non, pas un fil, une chaîne plutôt, solide. Et moi, j'étais le gamin qui avait les menottes au poignet. Comme tu peux le voir, une boîte en carton a fait son apparition dans la bibliothèque, ici. Et si tu veux savoir ce qu'il y a dedans, il va falloir que tu le devines car je ne te le dirai jamais. Mais indice, ce n'est pas une baignoire. Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de passer dans le coin. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler du livre que j'ai choisi pour compléter la catégorie à la une du challenge lecture à vos livres. Et il s'agit du dernier pavé de Stephen King, Contes de fées. Au départ, j'en avais choisi un autre pour compléter cette catégorie, mais comme tous les livres de Stephen King font l'actualité à leur sortie, eh bien, je me suis dit, autant me faire plaisir. Le challenge lecture est avant tout là pour ça, pour se faire plaisir, et étant donné qu'il s'agit de mon auteur favori, eh bien, on en est là. Et puis, de toute façon, je fais ce que je veux. Contes de fées est paru en septembre 2022 aux États-Unis, puis version française en avril 2023 aux éditions Albin Michel qui nous propose cette brique de 1 kg et 730 pages à peu près. La traduction est signée Jean Hecht et c'est la 7e fois qu'il propose une traduction d'un roman de Stephen King depuis Sleeping Beauty. Jean Hecht est le traducteur principal de l'auteur britannique Philip Pullman, principalement connu pour sa saga À la croisée des mondes de la littérature jeunesse. Ça, je t'en reparle un petit peu plus tard. Ça m'a fait tout drôle quand je l'ai découvert après ma lecture et je te dirai pourquoi. Je t'en reparlerai rapidement plus tard. Faut-il encore présenter Stephen King? Non, voilà, on a gagné du temps. Stephen King sort encore une fois du domaine de l'épouvante qui a fait sa réputation et te propose sa version du conte de fées, à la fois moderne mais très sombre, mais néanmoins très respectueuse des clés du genre. Il dit lui-même qu'il a trouvé l'inspiration en se questionnant à savoir ce qu'il pouvait écrire qui le rendrait heureux, tout simplement. Pour parler de l'objet en lui-même, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle que cette couverture est absolument badass? Il s'agit d'une reprise de la couverture originale américaine et à mes yeux, Albin Michel a bien fait parce qu'elle déchire. Je la trouve absolument magnifique. Avec des effets de relief sur les pavés et sur les personnages, ainsi que sur l'écriture du nom de l'auteur et du titre du roman en lettres d'or, je trouve ça assez majestueux. Je trouve que pour un roman intitulé Contes de fées, ça le fait. Et ça le fait même plutôt très bien. Cette couverture est le résultat du travail de Will Stahel, pardon pour la prononciation, et de sa société de design Unusual Corporation. Il a pris sur Shutterstock une image de briques en forme circulaire, ainsi qu'une image d'un escalier en colimaçon à l'infini, et il a
Fusionnez les deux et voilà le résultat. Ce n'est pas la première fois que Will Stahl est en collaboration pour créer la couverture d'un roman de Stephen King, puisqu'il a fait L'Outsider, Si ça saigne, Billy Summers et L'Institut aussi. Chaque chapitre commence par une illustration de l'Argentin Gabriel Rodriguez pour les chapitres pairs et du Français Nicolas Delors pour les chapitres impairs. Ce livre est composé de 32 chapitres, donc tu pourrais te dire que l'équilibre est respecté. Mais non, car il y a aussi un prologue. Et c'est ainsi, au dernier moment, que l'Argentine passe devant la France et remporte la victoire. Toute ressemblance avec la réalité ne serait que fortuite et involontaire. Petit détail appréciable, mais la perfection se cache dans les détails, les rares illustrations avec du texte sont également traduites en français. On va démarrer, mais avant ça, rapidement un petit tour des personnages. On a Charlie Reed, un lycéen normal de 17 ans qui a traversé pas mal d'épreuves avec une prédisposition au sport due à sa forte constitution. Il va faire la connaissance de Howard Bowditch, un vieil acariâtre râleur qui vit isolé dans sa maison de style victorienne qui commence sérieusement à tomber en lambeaux en haut de sa colline. Et je m'en voudrais d'oublier Radar, la chienne de Monsieur Bowditch, un vieux berger allemand plus proche de la fin que du début, au pelage décrépit et bourré d'arthrite, mais sans qui la rencontre à l'origine de toute cette histoire n'aurait jamais eu lieu. Notre histoire se passe dans une petite bourgade de l'Illinois du nom de Sentry's Rest. Alors que Charlie Reed n'a que 3 ans, sa mère descend chercher du poulet frit encore chaud dans la boutique de Mrs. Zippy et traverse à pied le pont au-dessus de la Little Rump River. C'est sur ce pont qu'elle va croiser la camionnette du plombier. Si la plus grande partie d'elle-même reste sur le pont, l'autre moitié plonge dans la rivière. Le père, George, doit désormais assurer seul l'éducation de son fils. Problème, il se réfugie dans l'alcool. L'enfance de Charlie consiste donc à aider son père à se lever quand il est trop ivre pour le faire, nettoyer du vomi, cacher des bouteilles d'alcool, et faire chauffer des barquettes de nourriture au micro-ondes pour préparer son repas ainsi que celui de son père quand ce dernier est en état de manger. C'est quand Charlie a 6 ans que son père lui apprend la nouvelle. Il vient de perdre son travail. Déjà privé d'avenir et maintenant sans ressources, les temps s'annoncent durs pour la famille. Désespéré, Charlie ne sait plus à qui s'adresser. Alors il va utiliser sa dernière cartouche. Il lui reste une solution. Prier. Il s'agenouille près de son lit, joint les mains et ferme les yeux très fort et s'adresse à Dieu pour qu'il aide son père à arrêter de boire. Si vous faites ça pour moi, qui que vous soyez, je ferai quelque chose pour vous. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, promis juré. Lindsay Franklin, surnommé Lindy, débarque dans la maison de la famille Reed. Ancien collègue de travail de George et ancien alcoolique, il parvient à convaincre George de rejoindre les alcooliques anonymes. Épaulé, soutenu et accompagné par ce nouvel ami, eh bien, tu sais quoi, George finit par s'en sortir. Et Lindy est devenu tellement proche de la famille que Charlie le considère maintenant comme son oncle. Ça marche, et Charlie a maintenant une dette. Il doit respecter la promesse qu'il a faite à Dieu. Charlie a 17 ans, il rentre du lycée et passe devant la vieille maison du 1 Sycamore Street. Une vieille baraque de style victorienne qui tombe en ruine. Tous les mômes du quartier l'appellent la maison de psychose. C'est là que vivent un homme acariâtre, Edward Bowditch, que personne n'aime fréquenter et qui n'aime fréquenter personne, ainsi que sa chienne Radar. Mais aujourd'hui l'ambiance est différente. Au loin, Charlie entend des pleurs, des gémissements. Pas humains, non, comme un animal blessé. Charlie décide d'enjamber la clôture et d'aller voir. C'est là qu'il trouve Monsieur Bowditch allongé sur sa terrasse à côté d'une échelle renversée. Ce dernier vient de se casser la jambe en essayant de nettoyer les gouttières de sa maison. Direction l'hôpital, et Charlie devient une petite célébrité locale dans la presse du coin. Le garçon qui a secouru et probablement sauvé la vie d'un vieil homme. Mais qui va s'occuper de la maison, et qui va s'occuper de la chienne pendant que son maître est à l'hôpital? L'occasion est trop belle pour Charlie d'effacer la dette qu'il a envers Dieu. C'est peut-être naïf, bien sûr, mais en tout cas c'est ce qu'il choisit de croire. Bien que pas vraiment enchanté par la situation, eh bien Monsieur Bowditch, de toutes les manières, il n'a pas le choix. Et au fond, Charlie ne semble pas être un mauvais garçon. Mais ça lui ferait mal de l'admettre. Et pour s'occuper de tout, Charlie s'occupe de tout. Pendant le séjour à l'hôpital de Monsieur Bowditch, il répare la maison, l'entretient, s'occupe de la chienne. Il fait un grand ménage,
à l'intérieur et dans le jardin. Il achète de la nourriture pour la chienne et l'emmène même au vétérinaire quand il se rend compte que cette dernière souffre trop, ses pattes arrière sont devenues trop douloureuses, elle ne peut même plus marcher. Il avance tous les frais car Monsieur Bodic lui certifie qu'il le dédommagera grassement quand il sera de retour chez lui. Et tant qu'à parler d'argent, qui va payer les frais d'hospitalisation? Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ni Charlie ni son père n'ont les moyens d'avancer une telle somme, mais M. Bodic, lui, n'est pas inquiet. Il demande à Charlie d'ouvrir la penderie à la chambre du premier étage et à l'intérieur un coffre-fort, et dans celui-ci un seau rempli d'or. M. Bodic finit par rentrer de l'hôpital, mais la mission de Charlie ne s'arrête pas là. Il devient son aide-soignant à domicile. Le vieil homme n'est absolument pas autonome. Pendant toutes ses vacances scolaires, Charlie se charge d'aider M. Bodic à faire sa toilette, à cuisiner pour lui, s'occuper de sa chienne. Il s'occupe du ravitaillement également. Bref, il devient indispensable. Et au fond, M. Bodic, eh bien Charlie l'aime bien, même si ça lui ferait mal de l'admettre. Et tu sais quoi, au fond, Charlie? Eh bien, Monsieur Bodic, il l'aime bien aussi. Ils sont amis, tout simplement, et Radar adore ce nouveau membre de la famille. Ça devait arriver. Monsieur Bodic meurt. Mais avant de partir, il lègue tout ce qu'il a à Charlie. Son terrain et la maison qui est dessus, ainsi que tout ce qu'elle contient, et sa chienne, Radar, qui n'en a plus pour très longtemps. Charlie est bouleversé, bien évidemment. Mais alors qu'il fait un peu d'ordre dans la maison, il tombe sur un magnétophone cassette. Son vieil ami lui a laissé un dernier message. Alors qu'il est en train de faire l'infarctus qui lui sera fatal, M. Bodic raconte tout. Le vieil homme a un secret. Il ne s'appelle pas Howard Bodic, mais Adrian Bodic. Il a dû changer d'identité en prétendant qu'il était son propre fils, car il a plus de 112 ans. L'or dans le coffre provient du cabanon au fond du jardin, dans lequel se trouve un puits, où descend un escalier en colimaçon à perte de vue. Au bout de l'escalier, un tunnel. Au bout du tunnel, un autre monde. Dans ce monde se trouve un cadran solaire au pouvoir magique. Il suffit de monter dessus et de le faire tourner pour rajeunir de quelques années. Un cadran solaire qui fait rajeunir, c'est la seule solution qu'a Charlie pour sauver sa chienne qui ne tiendra pas jusqu'à la fin du mois. Mais si dans le passé ce monde était prospère, paisible et pacifique, les choses ont changé. Un tyran, cruel et sans pitié, a pris le pouvoir et a répandu sur ce monde une maladie, plutôt une malédiction. Le gris. Des forces maléfiques sont à l'œuvre là-bas. Bienvenue à M-Peace. Alors pour te parler de ce livre, je vais tenter de rester impartial. Stephen King est mon auteur favori. Vais-je y arriver? Peut-être pas. Avec ce roman, Stephen King nous resserre la carte du vieil homme et de l'enfant ou de l'adolescent qui deviennent amis. Et ce n'est pas la première fois. C'était déjà présent dans Cœur perdu en Atlantide ou encore dans la nouvelle Le téléphone de Monsieur Harrigan. C'est du déjà vu, mais c'est vrai que ça marche bien puisque les deux parties sont remplies d'indulgence et de tolérance car ils ont des points de vue différents du fait qu'ils en soient à des stades différents de l'existence. Tout ça, en tant que lecteur, ça te permet un attachement que je dirais presque naturel au protagoniste. Ce livre, c'est le récit fait par Charlie lui-même à l'âge de 39 ans sur ce qu'il a traversé quand il en avait 17, à la première personne et il est lui-même le narrateur. Et parfois, il s'adresse directement à toi, lecteur. J'ai trouvé que l'attachement et la tendresse qu'éprouve Charlie à l'égard de M. Bodic est absolument parfaitement rendu. Il en parle comme d'un souvenir, et on ressent totalement que son vieil ami lui manque. Et de mon côté, j'ai adoré le personnage de Monsieur Bodic qui est très bien écrit et très bien construit. Oui, c'est un vieux con, mais un vieux con attachant. Ce vieil homme n'espère plus rien, et quand apparaît une lumière dans sa vie, une lumière qui porte le nom de Charlie, eh bien en réalité il ne sait pas comment réagir. Tout d'abord, il se méfie et témoigne du rejet, mais forcé un peu par les événements, il est bien obligé de se laisser apprivoiser. Ce n'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il a peur. Je n'ai pas ressenti le même attachement pour Charlie, qui donc parle de lui-même dans cette histoire, car le problème que j'ai eu, c'est que je l'ai trouvé trop héroïque. Je trouve qu'il manque de nuances. C'est-à-dire que peu importe les épreuves qu'il doit traverser dans sa vie, et elles sont nombreuses et elles sont éprouvantes, lui, il agit toujours de façon héroïque. Il est trop sage, si tu préfères. Et même quand il lui arrive de mal agir, eh bien, il se justifie en te disant en substance
Peut-être que vous aviez l'image de moi d'un gars bien, mais rappelez-vous que je suis aussi celui qui a fait ci, qui a fait ça, et là il commence à te lister une liste de conneries qui certes sont graves, mais qui tiennent plutôt de la délinquance juvénile. C'est vrai que parfois il lui arrive de faire des choses très sombres, mais à mes yeux la justification qu'il donne n'est pas la bonne. La véritable justification de ce qu'il fait, ce n'est pas parce que quand il avait 15 ans il a fait exploser une boîte aux lettres, ou à greu qu'il est méchant. Non, la véritable raison, c'est que sa vie est en danger. Point barre. Assume, bordel, c'est pas compliqué. En fait, Charlie, je l'ai trouvé attachant, oui, d'une certaine manière, mais un petit peu gnangnan. Ça finit par passer parce que ce récit, c'est aussi une manière de symboliser la construction, l'évolution de Charlie et sa transition vers l'âge adulte. Son voyage dans l'autre monde, c'est la métaphore de son passage à l'âge adulte. En ce qui concerne la plume de Stephen King, comme d'habitude, pas de problème là-dessus, et il se révèle être un excellent maître conteur. J'ai quand même été dérangé par quelque chose. Certaines notions n'ont pas d'équivalence linguistique entre notre monde et le monde d'Empis. Et donc la solution scénaristique proposée par Stephen King, c'est que petit à petit, Charlie se met à parler lampalien naturellement et sans s'en rendre compte. Ça pourrait passer pour une facilité scénaristique, admettons, mais pourquoi pas. Le problème, c'est que trop souvent, le narrateur justifie en disant « Vous vous en doutez, ce n'est pas le mot machin qui est sorti de ma bouche, mais quand j'ai vu l'expression sur le visage de mon interlocuteur, j'ai su qu'il avait compris. » Et à chaque fois, cette précision casse le rythme. Et là, il le précise combien de fois 10 ou 15 fois. Et pardon, je suis content, mais moi je m'en fous. Je suis ravi pour toi que tu arrives à te faire comprendre, mais je n'ai pas besoin que tu le précises à chaque fois. Autre point négatif, ce sont les longueurs. Ça fait partie du style de Stephen King de te décrire les choses pendant des pages et des pages, et en ce qui me concerne, je me mets en mode contemplation et je passe un bon moment. Là, avant que ne survienne le premier événement surnaturel, tu dois avaler 200 pages. Et honnêtement, j'ai trouvé ça long. Certes, il t'est raconté des épreuves, mais finalement, c'est le quotidien d'une personne blessée avec son aide à domicile. Ça peut être passionnant, je dis pas, mais ce n'est pas ce que je suis venu chercher en lisant ce livre. Ça m'a donné l'impression d'une histoire délayée sur 200 pages. Et une fois à Empis, là aussi, nouvelle longueur puisque s'installe une forme de répétition. Charlie doit se rendre au palais et il va croiser sur son chemin événements surnaturels et créatures fantastiques. À chaque fois, la construction est la même. Charlie se met en marche, sur son chemin se passent certains événements et il se retrouve à dormir le soir chez un habitant atteint d'une malédiction. Le lendemain, petit déjeuner, Charlie continue sa randonnée, il rencontre à nouveau certains habitants de ce monde et il passe la nuit chez un autre habitant atteint de la même malédiction. Surlendemain, petit déjeuner, blablabla, blablabla. Là, j'ai pu me mettre en mode contemplation parce que j'avais des choses à découvrir. À cet instant, l'auteur te propose une immersion et une plongée dans une atmosphère particulière, différente. Comment fonctionne ce monde, quels en sont les dangers, quels en sont les habitants, etc., etc. Le problème, c'est que j'étais déjà essoufflé par les 200 dernières pages. Donc là non plus, je n'ai pas passé un aussi bon moment que j'aurais dû. J'ai passé un moment moins pire. Je continue ma lecture et enfin arrive le début de la vraie galère, celle qui est accompagnée d'une notion de menace vitale qui fait basculer le cours des choses. Et là, j'ai vraiment commencé à me régaler. Après 430 pages, ce livre emprunte au conte de fées une forme de poésie assez enchanteresse, et là aussi, c'est une réussite, puisque si tu veux lire un conte de fées, eh bien, tu en auras un. Mais parfois, au fil des pages, tu vas aussi traverser des épreuves très sombres, très violente, parfois même gore, mais pas tant que ça au final. Ce livre se rapproche de ce qu'on appelle le young adulte, et je dois t'avouer que personnellement, le young adulte, c'est pas ce que je préfère. Il y a des aspects très littérature jeunesse, et d'autres où vas-y ça tabasse. Il n'a pas cependant un aspect que je déteste dans cette littérature-là, c'est une romance trop présente. J'ai eu l'occasion de lire des livres young adultes où deux des personnages se tournaient autour pendant 500 pages, avec cette forme trop romantique et idéalisée de l'amour, qui finit par être tellement sucrée qu'elle en est écœurante. Non, dans ce bouquin, tu peux y aller, là-dessus on est tranquille. Au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, que l'enchantement, il a fonctionné. Mais il a fonctionné trop tard, parce que j'étais déjà essoufflé par ma lecture. Je suis content de l'avoir achevé, je suis fier de moi et j'ai éprouvé encore une fois cette sensation d'accomplissement
à laquelle je suis addict. Mais on ne va pas se mentir, ce bouquin il fait 300 pages de trop. Est-ce que je peux te conseiller Contes de fées de Stephen King? Eh bien c'est compliqué, et je ne vais pas trop me mouiller. Je vais te dire que si tu es un fan du King, oui. Que si les longueurs ne te font pas peur, oui. Que si tu veux une littérature qui prend son temps, oui. Que tu souhaites un voyage long et qui dure dans le temps, oui. Vas-y, fonce. En revanche, si les longueurs te rebutent, fuis. Vite et loin. En ce qui me concerne, on est très loin d'un coup de cœur, et probablement que si on me demande « mais quel livre de Stephen King est-ce que tu conseilles ?» je ne le citerai jamais. Mais il n'est pas mauvais, et j'ai été ravi de le lire. Je te disais un petit peu plus tôt qu'il avait été traduit par Jean Hecht en français, qui s'était occupé de traduire quasiment l'intégralité de la bibliographie de Philippe Pullman, l'auteur derrière la saga À la croisée des mondes. Et ça m'a fait un petit peu drôle quand je me suis rendu compte que c'était le même traducteur, parce que à plusieurs moments dans ma lecture, je me suis dit, ceux qui ont aimé À la croisée des mondes, eh bien c'est possible qu'ils apprécient Contes de fées de Stephen King. Et j'y trouve un parfum assez similaire, certaines fois. Quoique, tu l'auras compris, c'est assez mitigé. Moi je ne peux que te proposer mon avis, qui m'est propre, mais je ne suis pas là pour te faire des suggestions d'achat, ça tu te débrouilles. Je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, je vais publier cette vidéo et environ 1 heure après, je me dirai « Eh merde, fais chier, je voulais parler de ça, j'ai oublié. » Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. J'espère que néanmoins elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou à laisser un petit commentaire si tu le souhaites, voire même idéalement les deux. Et si cette vidéo ne t'a pas plu, n'hésite pas à passer ton chemin ou à te désabonner le cas échéant, car spoiler, la prochaine sera à peu près du même genre. En parlant de la prochaine vidéo, voilà un indice pour que tu puisses essayer de deviner de quel livre il s'agira. Et comme d'habitude, si tu trouves, tu ne gagnes rien. Voilà, l'art est la manière de motiver les gens. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!